Les familles recomposées bousculent les schémas traditionnels de la famille et posent les nouvelles problématiques, parmi lesquelles celle du bonheur. Le bonheur est-il possible dans une famille recomposée? C'est le sujet qui va faire l'objet de notre réflexion cet après-midi. Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue sur le plateau de Vous et Moi. C'est un plaisir d'être encore avec vous ce samedi. C'est parti pour 90 minutes de débat et je ne suis pas seule, comme vous le savez tous. Je suis accompagnée de mon consultant. Monsieur Somo, bon après-midi et bienvenue. Merci Audrey, merci pour l'honneur que tu me fais de me mettre à côté de toi comme consultant tous les week-ends, tous les samedis. En fait, je voudrais particulièrement pour cette émission saluer, faire un coucou à une jeune dame, à une jeune dame que j'ai rencontrée fortuitement hier à Koto. D'accord. Et alors, ce qui m'a amusé, c'est qu'elle me voit, elle s'approche de moi, elle dit, monsieur, ce n'est pas vous, le consultant qu'on voit à l'émission Vous et Moi. Elle dit bien, vous et moi, oui. Oui, j'ai dit, mais tiens, je suis presque une star. Mais vous n'êtes pas presque, excusez-moi de vous couper, mais vous n'êtes pas presque une star, vous êtes une star. Ah, d'accord. Oui, vous êtes une star. Moi, je passe dans la rue inaperçu, mais vous, tout le monde vous connaît. Ah bon, déjà? Non, pas à ce point. Tout le monde vous connaît. Peut-être pas jusqu'à ce point. Dans tous les cas, je voulais lui dire bonsoir. Elle se reconnaît très bien. J'espère qu'elle est en train de nous regarder. Non, c'est sûr, elle nous regarde très bien. On espère bien. Alors, j'ai à ma gauche Gilbert Elenzana, journaliste CRTV. Bon après-midi et bienvenue. C'est la première fois que je vous reçois sur ce plateau. Merci Audrey, merci beaucoup. C'est un honneur de m'avoir invité. Je me retrouve parmi les stars. C'est le sociologue juste en face de moi et Audrey. Et notre star, parce que vous-même vous êtes une star. Il n'y a que des stars sur ce plateau. Non, pas du tout. Je ne me considère pas comme star puisque je suis là pour la collecte, le traitement et la diffusion de l'information. Donc je suis au cœur de ces problèmes de société. Donc c'est un plaisir. C'est pour ça que j'ai accepté l'invitation pour parler de ces familles composées et de voir si recomposées et surtout la problématique du bonheur, parce que c'est là où se trouve le problème. Le bonheur est-il possible dans une famille recomposée? Moi, j'aimerais avoir le point de vue des téléspectateurs qui nous regardent. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages au numéro qui s'affiche juste au bas de vos écrans. Alors, on a Marion Obama qui va nous retrouver dans quelques instants. Mais avant, on va entrer de plein pied dans notre débat, d'accord? Monsieur Somo, pour que nous ayons tous le même niveau de compréhension, d'accord? On va commencer par la définition. Qu'est-ce que c'est une famille recomposée? Il faut que tout le monde comprenne. Parce que ceux qui sont nombreux qui nous regardent et qui se demandent, c'est quoi une famille recomposée? De quoi ils parlent? Très bien, nous ne pouvons pas définir l'expression famille recomposée sans avoir une vision claire du mot, de l'expression famille. Pour parler de famille recomposée, il faut d'abord dire ce que famille est. Bon, nous allons nous faire fi de toute la terminologie ou de toute la littérature autour de la famille en prenant des théories qui seront très difficiles à défendre ou à démontrer ou à expliquer pour utiliser une expression, j'allais dire, suffisamment prosaïque en disant que lorsqu'on parle de famille, on parle d'un ensemble de personnes. Un ensemble de personnes ayant entre elles un lien. Ce lien peut être naturel ou ce lien peut être conventionnel. Mais qu'il soit naturel ou conventionnel, cet ensemble de personnes œuvre dans le sens d'un intérêt réciproque, dans le sens du bien-être de tous. C'est-à-dire que dans une famille, tout le monde est au service de tout le monde et on recherche le bien de tous. J'ai dit le lien peut être naturel ou il peut être conventionnel. Quand il est naturel, on parle d'un lien de sang. On va jusqu'à la généalogie. Et du coup, la famille devient donc l'ensemble, un père, une mère et des enfants qui sont en réalité les descendants et ceux qui viennent avant qui sont les ascendants. Donc, la famille au plan nucléaire, ce qu'on appelle famille nucléaire. La famille traditionnelle, la famille nucléaire. La famille nucléaire, c'est le père, la mère et les enfants. Mais maintenant, il peut avoir des ascendants et des descendants. Et l'ensemble constitue une généalogie. Alors, une famille, lorsqu'elle est nucléaire, ça se limite aux personnes que j'ai évoquées tout à l'heure. Mais lorsqu'elle est généalogie, elle regroupe également les ascendants et les descendants. Et ici, nous pouvons, dans ce cas, avoir le lien conventionnel. Le lien conventionnel, c'est un lien acquis non pas par le sang, mais en vertu d'une convention passée
avec un tiers. Bon, pour parler plus simple, un homme et une femme se mettent ensemble pour constituer une famille. Maintenant, l'homme peut auparavant avoir vécu avec une autre femme. Oui. Donc, l'homme a sûrement des enfants. Et la femme, elle peut avoir vécu avec un autre homme et elle peut avoir eu des enfants. Lorsque les deux décident de se mettre ensemble, ils vont donc rapprocher ces enfants qui vont désormais vivre ensemble. Sous un même toit. Sous un même toit, naturellement. Et cet ensemble constitue une famille recomposée. D'accord. Bon, je vais essayer de résumer, hein, Monsieur Somo. Donc, Oui. une famille recomposée, d'accord, c'est une famille composée d'un couple, marié ou non, avec des enfants issus d'une union précédente. Précédentes, Voilà. des unions précédentes. Ça peut être une seule union précédente ou plusieurs unions précédentes. Bon, et non, il faut pas seulement dire ça. On peut également avoir ce qu'on appelle une famille recomposée dans le cadre, dans ce contexte où un homme et une femme décident de se mettre ensemble dans un lien de mariage ou non, mais décident de prendre sous leur toit des enfants sous forme d'adoption. Et l'ensemble constitue également une famille recomposée. Hein, parce que les enfants ici n'entretiennent, ou les personnes qui sont mises ensemble le sont au nom d'un lien conventionnel et non d'un lien naturel. Donc voilà les cas de figure de ce qu'on peut appeler des familles recomposées. Recomposée, voilà. Alors, au-delà de la famille dite traditionnelle ou nucléaire, vous en parliez tout à l'heure, aujourd'hui, qui était le modèle, il faut le dire, le modèle de référence autrefois. Aujourd'hui, on a des familles, aujourd'hui, on parle de la famille, des familles recomposées, on a même des familles décomposées, on a des familles polygamiques, on a des familles d'adoption. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs modèles. La famille nucléaire n'est plus le modèle de référence comme c'était à l'époque. Mais il faut dire aujourd'hui que de plus en plus, on retrouve des familles recomposées. Je ne sais pas si c'est dû à l'augmentation du nombre de divorces. Gilbert et les Anna, quel est votre avis? Je vais vous poser directement la question. Je crois que sur le plan définitionnel, le docteur, je crois que c'est le docteur. Monsieur Somo. Monsieur Somo, je il n'aime préfère pas. ça, Monsieur Somo. Il n'aime pas quand on est docteur. Parce que lui, c'est une personnalité ressource. Oui. Puisqu'il parle comme un consultant, comme quelqu'un qui s'y connaît. Sur le plan définitionnel, il a donné, il a déblayé, il a fait une sorte il a donné un ensemble de définitions qui prédisposent donc ces familles, qu'elles soient à la base des familles nucléaires, qu'elles soient conventionnelles, avec les définitions qu'il a données. Je ne veux pas dire que si on se retrouve à des familles recomposées, donc conventionnelles, c'est peut-être parce qu'il y a des divorces, mais aussi peut-être parce qu'il y a la difficulté de vivre ensemble. Oui. Peut-être de plus en plus. Aussi. Il peut s'agir d'un problème de culture, il peut également s'agir également de la manière dont sont constituées aujourd'hui ces familles avant. C'est-à-dire que parfois les couples ne sont pas préparés au mariage et ils se lancent donc dans un chemin de vivre ensemble et après on arrive au divorce et on peut donc arriver aisément à l'existence des familles décomposées où vous trouvez donc un homme qui a fait peut-être une première union et de cette union, il a eu des enfants et vice-versa, soit une femme. Ils sont donc obligés cette fois de constituer une nouvelle famille. Il peut donc arriver, d'après votre problématique, qu'on soit dans une famille reconstituée, si vous voulez, ou recomposée, Oui, c'est la même chose, parce que c'est juste un problème de sémantique, Oui. et avoir du bonheur. Oui. Là, oui. Vous êtes très vite prononcé oui. sur la question. C'est pour cela. On va y arriver de toute façon. Oui, on va y arriver, Gilbert Zana. On ne va pas brûler les étapes, d'accord? Bon, on note quand même, on constate quand même, Monsieur Somo, que le quotidien d'une famille recomposée est généralement, dans la plupart des cas, on ne va pas généraliser, dans la plupart des cas, rythmé par pas mal de conflits. À votre avis, à quoi c'est dû? Généralement, on a des conflits entre les enfants, des conflits entre le beau-parent et l'enfant. Bon, vous savez, les enfants, eux, quand ils naissent ou quand ils sont appelés à vivre dans le cadre d'une famille recomposée, Oui. ils commencent par ce qu'on appelait un apprentissage. Parce qu'en fait, ils sont issus d'un lien affectif précédent et d'un environnement précédent et bientôt, ils vont se retrouver dans un environnement qui est tout à fait nouveau et pour lequel ils doivent forcément se réadapter. Bon, ils doivent apprendre à vivre avec des inconnus. Or, quels sont ces inconnus? Pour l'enfant qui arrive,
le mari de sa mère, parce qu'il y a un problème d'appellation, il a le mari de sa mère. Ou alors la femme de mon ou père. la femme de mon père. Oui. Ces concepts sont déjà très difficiles, complexes à l'enfant. Assimiler ces concepts devient très compliqué pour l'enfant. Et vous savez, l'appellation, le nom ou l'appellation que l'enfant manifeste vis-à-vis de cette personne dénote de ce qu'il éprouve ou qu'il ressent pour cette personne. C'est bien différent quand il dit « le mari de ma mère », c'est différent de dire « papa ». Alors, le passage de « le mari de ma mère » à « papa » marque une évolution sur le plan affectif. Oui. Or, cette évolution, pour en arriver là, commence d'abord par le doute, parce que les enfants doutent, ils redoutent même ces autres enfants, les autres enfants avec lesquels il va partager l'environnement, ils redoutent cet inconnu qu'est le père de sa mère, ou le mari de sa mère ou l'autre. En fait, ils les redoutent. Et dans ce sentiment, ils développent en soi une forme de protection naturelle. Hein. Ils développent donc une thématique de protection naturelle. Et dit, je me mets en sécurité vis-à-vis de cet inconnu qui probablement va... Donc, dans cette logique de protection des uns et des autres, forcément, il naît ce qu'on appelle des conflits. C'est-à-dire que des oppositions possibles qui vont dans le sens de la défense des intérêts. Et plus ils grandissent, plus ils se rendent parfois compte qu'ils sont différents les uns des autres, plus ils se demandent si plus tard, quand il faudra gérer les choses comme l'héritage et tout cela et le tralala, est-ce que l'autre ne serait pas de trop? Donc, dans cette logique, de façon consciente ou même de façon inconsciente, n'est-ce pas, il se développe forcément des conflits, des oppositions entre des personnes qui vivent sous un même toit et qui se situent dans le cadre de ce qu'on appelle une famille recomposée. Une famille recomposée. Voilà. Alors, dans ces familles-là, hein, la difficulté principale, hein, justement, vous l'avez relevé tout à l'heure dans vos propos, est l'acceptation, hein, c'est l'acceptation du nouveau beau-parent par ou alors les enfants hein, du précédent mariage ou alors une union, hein, et vice-versa d'ailleurs. Alors, comment gérer cette étape-là? Moi, je vais poser la question à Gilbert et Lenzana. Hein. Je veux qu'il me donne son point de vue sur la question et après, vous allez intervenir. Non, je crois que, alors, comment gérer cette étape-là, l'étape de l'acceptation de l'autre? Oui, je crois que, de par la définition que M. Somo a donnée tout à l'heure, la clé du bonheur, la clé de l'épanouissement, c'est la famille. Alors, comment gérer ce conflit? Vous savez déjà, il faut déjà se mettre dans la tête que la vie en société est essentiellement conflictuelle. Oui. On peut être tous issus d'une famille nucléaire, c'est-à-dire avoir un même père, une même mère. La vie en société est compliquée déjà. Alors, combien de fois la vie en famille? Maintenant, lorsqu'elle devient recomposée ou reconstituée, ça devient davantage compliqué. Chose, hein. Tout à fait. Alors, lui, il a développé tout à l'heure les différentes raisons, si vous voulez, qui peuvent amener des conflits. Oui. Ça, ce sont des raisons, mais il peut aussi s'agir d'un problème d'éducation. Oui. Lorsque vous voulez fonder une nouvelle famille, après avoir fondé une première, je crois qu'il y a d'abord une étape d'éducation, de rééducation, d'abord chacun de son côté de ses enfants. C'est-à-dire, et cela part aussi de notre culture. Dans nos sociétés, on a l'habitude de faire croire à nos enfants que son père, c'est le géniteur. Oui. Ce qui fait donc, ce qui développe en l'enfant, le fait que M. Somo n'est pas mon père. Son père. Il dit... Consciemment ou inconsciemment, il nourrit déjà une animosité vis-à-vis de la personne. Consciemment ou inconsciemment, il sait que son père, c'est son géniteur. Tout à fait, oui. Pourtant, étant des Bantous, étant des familles africaines, nous avons évolué dans un environnement où ton père peut être ton géniteur, peut également être l'alter ego, c'est-à-dire celui qui est devant toi, qui est un père potentiel. Tout à fait. On est en Afrique. Hein. Voilà. Oui, donc, c'est pour ça que je parle d'un problème d'éducation, d'un problème de culture à la base aussi. C'est-à-dire qu'ils peuvent expliquer le développement des conflits, sinon accentuer les conflits tels que l'a expliqué M. Somo. C'est-à-dire, les enfants se retrouvent subitement en train de vivre dans une famille dans laquelle ils n'étaient pas préparés. Oui, un changement brusque. Et on sait que les enfants détestent le changement. Voilà, les enfants, voilà. Et où ils n'étaient pas préparés au départ à être présentés à des nouveaux pères ou à des nouvelles mères. Donc, ça devient très difficile
Donc, à votre avis, d'accepter. qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut en fait une préparation Il faut à l'avance. Voilà, il faut une Le dialogue, préparation. encore une fois de plus, la Voilà. communication. Il faut parler communiquer. aux enfants. Et il faut dire à ses enfants que Audrey, c'est aussi ta mère. Oui. En fait, c'est aux parents C'est-à-dire qu'aux parents, de faire ce travail-là. Avant la reconstitution de ces familles, Oui. avant la recomposition de ces familles, Oui. c'est-à-dire qu'au quotidien, vous avez des enfants. Tout à l'heure, je vous ai appelé, c'est votre fille qui a décroché le téléphone. Elle dit, maman est au volant. Oui. Elle ne peut pas vous répondre. Je prends un cas d'école. Mais il faudrait que vous lui... que sa mère lui dise que celui qui a appelé, c'est le tonton. Oui. Donc, c'est aussi un papa. Donc, on prépare psychologiquement les enfants à accepter d'autres parents qui ne sont pas forcément leurs géniteurs. Ça veut dire que le jour où il arrive, sans le souhaiter, le jour où il arrive, donc les enfants se retrouvent dans une nouvelle famille, donc recomposée ou reconstituée, ils sont déjà préparés que celui qui est devant moi peut forcément ne pas être mon géniteur, mais c'est mon père. Oui. Quelle est la définition du père? Je crois que lui, le père n'est pas forcément Celui qui t'a mis au monde. Qui t'a mis au qui monde. met au monde. Donc, Surtout dans le contexte africain. Voilà, Donc, dans oui. le contexte africain. Oui. Donc, cultiver cela dans les enfants. Chez nous, quand on grandissait, ça a beaucoup changé, il faut que je vous le dise. Quand nous grandissions, les enfants rentraient pratiquement dans toutes les maisons. Ce n'est pas possible aujourd'hui. Les enfants mangeaient dans toutes les concessions. Vous le savez Oui, ça très bien. c'est sûr, Oui. c'est sûr. Aujourd'hui, c'est c'est sûr. plus- Pourquoi est-ce que ces enfants rentraient, étaient acceptés comme les enfants de la maison dans ces familles? Parce qu'on développait dans les familles, on cultivait cela aux enfants que c'est le voisin qui est l'oncle et également ton père. Donc tu peux entrer là-bas, tu peux. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est pour ça que je voulais faire la nuance pour que M. Somo... Oui, c'est très bien, Audrey, avec ta permission. C'est bien ce qu'il dit, mais je voudrais aussi dire que cette forme de ce communautarisme qui existe ou qui a existé dans une société dite classique et qui malheureusement s'est estompé avec l'arrivée d'un certain capitalisme Sauvage, hein? barbare à la Oui, limite. oui, bavard. Oui, donc en fait qu'aujourd'hui, on rentre dans une forme d'occidentalisation de la famille africaine en ne reconnaissant en le père que Les le géniteurs. Géniteur, oui. Bon, des choses qui se passaient dans les familles africaines qui étaient telles que je suis avec ma femme, je ne parviens pas à procréer, je vais voir mon frère, mon cousin, quelqu'un, j'ai dit, écoute, Aide-moi. ma femme ne peut pas procréer, est-ce que... Et puis cet enfant qui naît ne saura jamais qu'en réalité, son géniteur est quelqu'un d'autre et qu'aujourd'hui, on vous dira, au nom de la vérité qu'il faut dire à l'enfant, non, il faut dire la vérité à l'enfant. C'est-à-dire qu'il y a comme un poids inconscient qu'on inculque chez les femmes aujourd'hui d'arriver à dire la vérité à leurs enfants. C'est-à-dire, en réalité, l'homme qui t'élève, c'est ton tuteur Oui, ce et n'est non pas son que père. non, La notion de tuteur, on ne la connaissait pas en Afrique. oui. C'est maintenant qu'on la connaît. Mais je voudrais, pour chuter, Audrey, évoquer une des causes qui est à l'origine des conflits, parce que là, on parlait tout à l'heure des conflits en arrière-plan. Dire qu'en réalité, dans les familles recomposées, le véritable danger est à l'extérieur. C'est-à-dire que le facteur déstabilisant est à l'extérieur. Il vient des agressions subies par des tiers, qui sont en réalité les demi, appelons ça comme ça, les demi-parents des enfants de la famille recomposée. Oui. C'est-à-dire, par exemple, moi, je suis le père de la famille recomposée, j'ai eu des enfants avec une femme qui a des enfants aussi. qui a aussi des enfants. Mais maintenant, la femme avec laquelle j'ai eu ces enfants, qui sont aujourd'hui dans le cadre de la famille recomposée, elle, d'une façon ou d'une autre, va s'inviter dans la vie de ma famille, d'une façon ou d'une autre, directement ou indirectement, sous le prétexte vrai ou fallacieux, mais sous le prétexte qu'en réalité, elle a aussi un certain droit de regard, de visite. Elle a quelques droits Elle va sur vous ça. dire qu'après tout, ce sont ses enfants. Et voilà. Elle a un droit de regard, elle doit suivre. Elle doit suivre. l'éducation de Et ses pareil enfants, oui. pour l'autre, pour le ma père, femme, pour le père, pour la femme, Oui. parce qu'en réalité, elle a eu également ses enfants. Oui. Et donc, il y a un type qui est quelque part tapis à l'ombre, n'est-ce pas, et qui, d'un moment à l'autre, ressurgit au nom de ce que j'ai eu des enfants avec cette femme. Et même au niveau de l'inconscient, chez nous, les hommes, c'est la chose que nous supportons peu. L'idée de savoir que quelqu'un qui a connu ma femme tourne autour d'elle. Oui.
Et du coup, il y a toujours ce petit sentiment de il y a ce petit sentiment de jalousie, oui. ce sentiment même d'insécurité. Oui. Parce qu'à tout moment, je dis, ma femme, elle peut m'échapper pour rentrer dans les bras de la personne avec laquelle elle a eu un enfant. L'autre représente un danger. Voilà, l'autre représente un danger quasi permanent. Donc, ces agressions qui viennent de l'intérieur déstabilisent souvent et très fréquemment les familles recomposées au point de susciter parfois des conflits pour lesquels les constituants de la famille ne sont pas les véritables acteurs, les véritables causes. Voilà. Il faut dire que dans ce cas de figure-là, c'est généralement le rôle de la belle-mère qui est difficile à porter. Les hommes ont plus de facilité à se faire accepter que les femmes. Le rôle de la belle-mère est plus compliqué. On accepte difficilement les femmes. L'homme se fait accepter facilement par les enfants, mais quand c'est la maman, on dit non, c'est pas ma belle-mère. Oh, non, elle est méchante. Non, elle fait ci, elle fait ça. Bon, oui, c'est tout à fait logique. Pourquoi le rôle de la belle-mère est si compliqué? Oui, c'est souvent compliqué parce qu'en réalité, tu sais, les enfants entretiennent en général un lien plus fort au plan affectif avec la mère qu'avec le père, en général. Bon, alors, et du coup, en réalité, c'est très difficile. Lorsqu'on a une mère de substitution, qu'elle joue fondamentalement et totalement la plénitude du rôle que sa propre mère a joué. Ouais. Et du coup, l'autre maman qui vient, malgré les efforts... On fait toujours la comparaison. La comparaison est vite faite avec ce qu'on a... Il y a des choses qui vont s'apprendre progressivement. Moi, par exemple, quand je suis dans ma chambre, je vois souvent mes enfants venir très vite se coucher dans le lit, dans notre lit, et puis jouer avec leur maman, d'une façon de même mon garçon qui est déjà un grand garçon, il prend bien le champagnard. Champignon le champagnard. Trouve souvent du plaisir à venir se coucher à côté de sa mère à la tripoter. Alors, avec la mère de substitution, ce n'est pas certain que ça commence là. Il y a beaucoup d'étapes qu'il faut franchir avant d'en arriver là. Alors, lorsque ce lien avait existé auparavant du côté de l'enfant, et qu'avec la nouvelle mère, cela ne se fait pas, ça va prendre du temps pour l'accepter. Et donc, il y a un travail de fond qu'il faut faire. Ça pourra arriver, mais ça prend généralement beaucoup de temps. Ça prend du temps. Gilbert et Lizana. Vous avez posé le problème en évoquant l'intrusion de la belle-mère. Oui. Parce que là, on parle d'une famille recomposée, compliquée, à une famille recomposée davantage compliquée, à partir du moment où il y a l'intrusion d'une belle-mère. Oui. Alors, je vous ai entendu dire que dans le cas où le conjoint a des enfants, bien sûr. Le rôle de la, dans le cadre d'une famille recomposée, le rôle de la belle-mère est compliqué. Plus compliqué. On va dire plus compliqué. Plus compliqué, c'est pour ça que je dis plus compliqué. Oui. Parce que les femmes ont une autre façon de concevoir. Vous avez comparé avec les hommes. Les hommes acceptent facilement, ou bien les femmes acceptent facilement les hommes. C'est-à-dire que, vous allez dire les beaux-fils, si le terme est exact. Oui. Mais les femmes, parce qu'il naît toujours de manière naturelle un conflit, entre guillemets, entre les femmes. Oui. Entre les femmes. C'est plus facile pour les enfants, des enfants garçons. C'est pour ça que je dis, les enfants garçons de ce genre de famille d'accepter le père ou la mère. Et parfois, c'est également compliqué. Et je voulais également dire que ça dépend aussi de l'âge des enfants. Oui. Ça dépend aussi de l'âge des enfants. Parce qu'il y a des enfants, comme disait M. Somo tout à l'heure, qui, à un certain âge, ne peuvent pas accepter que ce monsieur qui est devant moi, il n'est pas mon géniteur. Même si vous lui dites que c'est ton père, il te dit qu'il n'est pas mon père. Il vous le dit. Est-ce que c'est véritablement une question d'âge? Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation au départ? Oui, s'il te plaît. Est-ce que ce n'est pas une question d'éducation au départ? Oui. Là, ce qu'il dit est fondamental. Oui. C'est une question d'âge. Oui. Parce qu'en réalité, la recomposition de la famille se fait généralement lorsque les enfants sont de bas âge. Voilà. Oui. Et dans le cadre de ce qu'on appelle le développement affectif de l'enfant, là on revient dans des cas écoles, un enfant par exemple qui est situé entre 3 et 5 ans vit une situation oedipienne complexe. C'est-à-dire qu'il entretient une relation particulière avec sa mère qu'il considère comme étant son épouse. Tout à fait. Alors si à ce moment précis, un intrus vient à les séparer, il vit cette situation très durement. C'est-à-dire que au-delà de ce qu'il voudrait avoir une relation constante et permanente avec sa mère, et même particulière, oui. Voilà qu'un type s'amène là et vient tripoter sa mère en ces lieux et places, cette mère qui, dans sa représentation, constitue en réalité son épouse. Oui. Vous comprenez que dans cette situation, les choses sont très compliquées. Très compliquées. C'est pour ça que je lui disais que l'âge est déterminant dans ce genre de circonstances. C'est-à-dire que les enfants de plus bas âge acceptent plus facilement
que celui qui n'est pas son géniteur est même son père. Voilà. Puisque nous avons, par exemple, été élevés la plupart du temps, pas par nos géniteurs. Hein. Oui. Lorsque nous grandissons, comme l'exemple que je prenais tout à l'heure, nous avons vécu généralement dans des familles. Et vous allez voir, il y a des gens, ils vous font bien le distinguo, ils vous disent que celui-ci, j'ai deux pères. Oui. Je connais des cas où vous avez des amis qui vous disent que j'ai deux pères. Vous avez de la peine à accepter que ce monsieur n'est pas son géniteur. Parce que depuis le bas âge, c'est ce père-là, c'est ce monsieur qui lui a donné l'éducation. Mais elle reconnaît, ou il reconnaît que son géniteur existe, mais il considère les deux comme ses deux pères. Donc, de bas âge, cette personne a été élevée par ce nouveau parent et il considère ou elle considère ce parent comme également son père. À ce moment-là, c'est plus facile d'accepter. C'est pour ça que je m'appuyais, il a ajouté de l'eau à mon moulin en disant que lorsque les enfants sont déjà âgés, il est difficile dans les familles reconstituées de leur faire accepter cette pilule amère que cette dame qui est devant vous, c'est votre mère, parce qu'ils connaissent généralement leurs géniteurs avant la famille recomposée ou reconstituée. Oui. Préférez le terme reconstitué. Hein? Marie Obama, on a Marie Obama qui nous a rejoint sur ce plateau. Bon après-midi et bienvenue. Est-ce qu'il faut encore que je rappelle que c'est la promotrice de Mediation Press Trophies? C'est bien ça? Oui, c'est cela. Voilà. Bon après-midi et bienvenue. Merci d'être là. Hein. Malgré le retard. Oui, les difficultés. Non, c'est pas une question d'être complet parce que sur ce plateau, si on est en train de recomposer les choses, on est obligé de recomposer. Voilà. Alors, c'est déjà composé. D'accord. Puisque monsieur mon consultant, d'accord, vous insistez. Voilà, insiste. Alors, Marion, Obama, Maël. Dans tous les cas, que ce soit Marion, Obama, c'est la même personne. C'est ça le plus important. Merci beaucoup. Et les arguments que je vais développer ici ne prennent pas en compte cette particularité de ma vie. Voilà. Ce n'est qu'un détail de toute façon. Monsieur Soma a voulu insister là-dessus. Alors, le bonheur est-il possible dans une famille recomposée? C'est le thème dont nous allons débattre cet après-midi. Nous, on a déjà commencé le débat. Hein. On est bien avancé. Alors, la question que je vais vous poser est celle de savoir si les enfants, vous pensez que les enfants peuvent véritablement s'épanouir dans ce cadre-là, dans le cadre d'une famille recomposée? Les enfants et même les parents? Oui, je pense que c'est possible. Hein. On part du postulat où c'est une famille recomposée. Donc, tout est à recomposer. Ce n'est pas seulement une affaire d'enfants ou de parents. Tout est à recomposer. Nous partons sur plusieurs paliers qui constituent d'abord l'éducation, qui constituent l'environnement familial, qui constituent l'environnement du couple. Donc, toutes ces recompositions doivent prendre en compte ces différents segments de la vie familiale. Oui. Maintenant, il y a des règles, évidemment, à mettre sur pied pour que ce soit plus ou moins supportable pour tous, pour qu'on en arrive au bonheur. Parce que dire bonheur, c'est facile, mais il y a des étapes à franchir. Il y a des choses qui sont négociables et d'autres qui sont non négociables. Oui. Parce qu'effectivement, comme j'ai suivi Maurice et Gilbert dire tout à l'heure, il y a la question de « tu n'es pas mon père », il y a la question de « tu n'es pas ma mère », il y a la question de « tu n'es pas ma soeur », il y a la question de « tu n'es pas mon frère ». Oui. Donc, dans cet environnement-là, quels sont les éléments qu'il faut construire et consolider pour qu'on arrive à accepter cela? Oui. Il faut que chacun sache qu'il ne peut pas prendre la place de l'autre. Oui. Vous ne pouvez pas prendre la place de la mère des enfants que vous trouvez. Vous n'avez que la place de la belle-mère. Et à partir de ce moment, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez être patiente et vous devez être quelqu'un qui accompagne, mais quelqu'un qui ne prend pas de place, parce que c'est un double traumatisme que les enfants vivent. Oui. Ils vivent d'abord le traumatisme de la séparation, ils vivent le traumatisme de l'imposition du choix d'une autre maman par leur père. Oui. C'est pour ça que Gilbert disait tout à l'heure qu'il faut une préparation à l'avance. Hein. Il faut préparer les enfants à cela. Il faut communiquer avec les enfants, leur parler. Il ne faut pas brusquer, mettre les enfants dans une nouvelle famille de manière brusque, sans au préalable avoir parlé. Ouais. Une préparation. Quand on a la possibilité de le faire, on le fait, mais généralement, ici chez nous, la préparation, ça ne se fait pas. Hein. La préparation, c'est quoi, monsieur Somo? C'est la communication. Tout parent doit pouvoir communiquer avec son enfant. Vous arrivez un matin et on vous dit, vous trouvez une femme là, elle vient de temps en temps, un jour elle vient avec une valise, et puis finalement elle vient avec des enfants. Je ne pense pas que les hommes, parce que peut-être pour les femmes ou les mamans, elles peuvent en discuter avec d'une certaine façon, mais les hommes ils ne discutent pas. Vous voyez, parce que les femmes sont très stratégiques. Quand elles veulent l'homme,
Elle ne vient pas du coup, elle vient petit à petit, elle laisse certains vêtements, elle commence à prendre les enfants le week-end, elle fait un peu à manger, on fait des tours. Donc, elle rentre progressivement dans la famille. Et lorsqu'elle est installée, les enfants n'ont plus que leurs yeux pour constater. Donc, c'est quand en fait, là, on leur impose carrément. C'est quand les conflits surviennent à la maison que généralement le papa est obligé de prendre ses responsabilités et dit, bon, écoutez, dorénavant, sachez que c'est votre mère. Mais c'est ce qu'il devait faire avant. Voilà, mais c'est ce qu'il devait faire avant. C'est la chose à faire avant, mais dans la plupart des cas, les papas, comme vous avez dit, le font après. Elle m'a donc rejoint, c'est pour ça que je disais qu'il y a ce qu'on appelle le cas par cas. Oui. Et je vais insister sur le cas par cas. Tout dépend également de l'origine de la dissolution de la première famille nucléaire. Oui. Parce que je crois aussi qu'il faut en tenir compte. Par exemple, une femme qui a perdu, par exemple, son conjoint et qui est restée avec des enfants et qui rentre dans une nouvelle union, je pense que les choses ne vont pas se gérer de la même manière que lorsqu'elle a divorcé. Parce que très souvent, les intrusions des anciens partenaires sont également des sources de conflits dans les familles recomposées. C'est pour ça que je voudrais lui dire que tout dépend je ne veux pas parler des acquis, du passif de ces acteurs, de ces principaux acteurs, que sont le mari, le nouveau mari ou la nouvelle mère. Donc, mais il faut toujours la communication. Il faut toujours la communication au préalable. Vous n'accepterez jamais parce qu'elle accuse les hommes, elle dit que les hommes ne communiquent pas, les hommes vous mettent devant le fait accompli. C'est une réalité, malheureusement. Si vous êtes un peu honnête, c'est une réalité. Je suis désolé, madame. C'est un processus qui est observable dans la société. C'est pour cela que je vous dis que nous aussi, on observe, il y a 2 hommes. Non, vous allez être, soyez un peu honnête. Nous sommes honnêtes. Les femmes, d'accord, vous m'écoutez, les femmes sont un peu plus, Gilbert, les femmes sont un peu plus fines, d'accord, dans la manière de faire. Mais les hommes sont bruts. Nous sommes dans une société généralement, ça se passe vous n'allez pas venir nous dire que c'est les femmes qui épousent les hommes. Non. Alors, cette mise ensemble, non. Les femmes sont très souvent, excusez-moi, je ne dis pas que vous êtes violentes, les femmes sont le plus souvent plus violentes que les hommes, parce que la violence des femmes n'est pas forcément elle n'est pas verbale. Non, elle n'est pas verbale. Mais, ou visible de premier abord. Ou très visible. Vous allez voir une femme comme elle est en train de dire. Une femme s'installe chez vous, elle vient laisser un foulard, elle vient laisser une paire de chaussures, elle vient laisser une robe, un sac à votre absence. Mais c'est pour ça qu'on dit que vous êtes des hommes, Gilbert. À partir de ce moment, elle rentre dans un processus d'intrusion dans la famille et d'installation. Quel est votre rôle à partir de ce moment-là? J'estime que votre rôle d'homme ou de papa ou de parent, lorsque vous voyez et que vous permettez, parce que le foulard qu'elle laisse là, vous le voyez bien, elle ne le cache pas sous l'oreiller ou elle ne le met pas dans une penderie, elle le pose où vous voyez. Si vous acceptez le foulard, vous acceptez les habits, vous acceptez les chaussures, vous avez accepté qu'elle rentre. Et c'est donc à vous. Si vous permettez, vous me permettez de placer un mot. Non, s'il vous plaît, je termine et vous. Et c'est donc à vous, à ce moment-là, de dire à cette personne, je ne suis pas prêt par rapport à mes enfants de vous autoriser à venir vivre avec moi ou à avoir une composition recomposée. Qu'elle soit disposée à accepter. Monsieur, une dame n'entre pas chez vous, s'installe avec enfants et bagages si vous n'acceptez pas. Bien sûr. Non, vous ne pouvez pas me dire ça, Gilbert. Une femme ne vous a pas agressé dehors, elle est venue rentrer chez vous, vous avez dit non. Vous le dites parce que vous êtes une femme. Je voudrais dire, Marion, il faut qu'on s'entende. Vous ne prenez pas vos responsabilités au moment où il le faut. Qu'est-ce que Gilbert et Lizala veut dire? Alors, est-ce qu'une femme, d'accord, est-ce qu'une femme peut s'imposer, d'accord, chez vous, avec ses enfants, sans votre avis, sans votre accord? Est-ce que c'est possible? C'est pas possible, même pas imaginable. Elle ne vient pas le premier jour avec ses enfants. Je dis bien ceci. Nous sommes des hommes. La manière, la perception que vous, les femmes, vous avez de ce que nous, on pense, c'est pour ça que je dis qu'il faut avoir la mesure. Parce que je parle bien des cas par cas. Je dis qu'il y a des individus, il y a des femmes, vous ne pouvez pas l'arrêter quand elle est dans une logique quelconque. Vous pouvez. Je dis qu'il y en a que vous pouvez stopper facilement. Vous lui dites que non, madame, je suis en train de voir votre cinéma, progression, votre mise en scène, votre progression. Elle vous dit oui, non, c'est pas ça que je suis en train de faire. Mais il y a une autre qui va vous dire que, mais tu sais, de temps en temps, comme je viens faire le ménage, je viens vous faire un peu de cuisine. Mais c'est tout ça qui constitue des éléments d'installation. Je voudrais recaler un tout petit peu. Et puis les enfants, ils n'acceptent pas cela facilement. Je voudrais, Marion, recaler un tout petit peu le problème pour dire qu'en réalité, le débat pour nous, c'est comment on arrive à la famille recomposée. Oui, voilà. Est-ce que c'est un fait fortuit, hasardeux,
ou bien c'est délibéré, c'est-à-dire qu'un homme et une femme décident de se mettre ensemble dans le cadre d'une famille recomposée. Bien, nous n'allons pas descendre pour savoir à quel moment est-ce que cette décision se prend, mais en réalité, lorsqu'elle est prise, en réalité, avant que la décision ne soit prise, Marion, vous et moi, on se regarde dans les yeux pour dire, au moment où l'amour naît, la raison fiche le camp. Absolument. Et lorsque la raison a fiché le camp, le reste s'impose tout seul. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en tant qu'homme sensible, devenu amoureux d'une femme qui vient sur vous abandonner un foulard que vous allez prendre précieusement et mettre dans un coin pour que demain, quand elle sera là, vous lui dites, chérie, ben, tu sais, hier, quand tu étais là, tu as oublié ton foulard. Même si elle a fait exprès, vous en prenez un prétexte pour raviver la flamme que vous avez. Au lieu de lui dire stop. Et ça, non, là, la raison n'est plus là. La raison n'est plus, la raison n'est plus là. Bon, mais maintenant, tant que l'amour est, en réalité, si l'amour est dans sa plénitude, vous ne pouvez pas, vous ne vous mettez pas de limite. C'est-à-dire que parfois, c'est tellement irrationnel que, en fait, vous ne pensez pas encore au bonheur des enfants. C'est normal. Alors, mais maintenant, lorsque, après un certain temps, de façon progressive, n'est-ce pas, les conflits naissent. L'amour commence pas à déchoir, c'est pas la déchéance. Lorsque la raison commence à reprendre surface, eh bien, vous commencez à vous poser un certain nombre de questions. Dans la relation que j'engage avec elle, quelle est la place des enfants? Et du coup, progressivement, vous pouvez, dans ce cas, conditionner le scénario de votre mise ensemble ou de la recomposition d'une famille. Mais soyons clairs et précis en disant que véritablement, les femmes ont, au moment où une relation commence, en général, ont leur petite idée dans la tête. Elles sont généralement plus avancées. Elles sont généralement... Non, elles sont généralement plus avancées. L'homme, en général, se rend compte que parfois, lorsque le processus est très avancé, en fait, en réalité, il s'est oublié dans la consommation de ce fruit. Non, il jouit du moment. Et c'est ça que je disais, la fuite des responsabilités. Les hommes sont caractérisés dans cette recomposition par la fuite des responsabilités. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne voyez pas le scénario, le cinéma, le foulard, les chaussures. Vous n'avez pas le temps de le constater. Marion, à ce moment, vous êtes plongé dans la relation parce que la femme en réalité a toujours un petit zeste de raison. L'amour n'a jamais emporté totalement une femme au point qu'elle s'oublie. Mais vous êtes tellement structuré, monsieur Somo, vous êtes tellement structuré. Les hommes baignent dans l'amour. Vous comprenez? Les hommes baignent. Vous ne verrez pas un seul cheveu. Quand un homme est plongé dans l'amour, pas un cheveu ne reste. Alors, soyez un peu... C'est très dangereux. Est-ce que c'est pas le contraire? Attendez. Est-ce que c'est pas le contraire? Parce que généralement, les hommes... Alors, vous me laissez parler, vous ne m'étouffez pas. Alors, les hommes, généralement, dans une relation amoureuse, d'accord, les hommes, généralement, savent garder les pieds sur terre, d'accord. C'est les femmes, généralement, qui s'emballent et qui oublient l'essentiel. Donc, c'est plutôt le contraire, M. Somo. Est-ce que c'est pas souvent ça? Non, je vais peut-être appuyer... vous pouvez oui, c'est normal, solidarité masculine. Non, moi, je ne serai jamais femme. Oui. Vous ne serez jamais ça, homme. Sûr. Moi, je parle comme un homme et j'appuie avec tout ce que tu ressens. Avec tout ce que je ressens. Tu vis, et je veux vous dire que nous tous, on a quand même une petite expérience en la matière. Oui. Je vous dis que les gens qui aiment aveuglement, ce sont les hommes. L'homme aime sans calcul la plupart du temps. Oui. La personne qui calcule dans la relation, en premier lieu, c'est la femme. Et dans une société où c'est l'homme qui va toujours à la conquête de la femme. Parce que c'est l'homme. C'est ça, en général. La plupart du temps, vous ne le savez pas parce que vous êtes des femmes. Mais généralement, l'homme aime sans calcul. Et je dis, de manière aveugle. Et il ne fait pas de calcul, c'est que la femme va faire. Il se laisse emporter. Jusqu'à signer l'acte, il se laisse emporter. Non, il va doter, il se laisse emporter. Il vous l'a dit quelque part. Non, il vous l'a dit. Je vous ai dit ceci. J'appuie en disant ceci, Audrey. Vous ne pouvez pas vous dénier la capacité à réfléchir et à raisonner. Non, lorsque la passion s'installe, lorsque la passion s'installe, la raison s'estompe. Et je dis bien ceci. Et vous mettez vos enfants. Quand vous aimez, vous n'arrivez même plus à raisonner. Vous
vous n'arrivez plus à contrôler cet nombre. Puisque l'amour vous obnubile. Je crois Et lorsque la raison Ça me rappelle revient. quelque chose. Il faut faire comme Oui. dit un téléspectateur ici. Je ne sais plus de quel thème on parlait, mais on parlait d'amour. Il faut aimer à moitié. Vraiment. Non, Faut pas aimer à moitié. Faut garder un peu de raison. pas que la raison, Et je dis bien que la dans passion cet dépasse amour, la raison, oui. plupart du temps, c'est lui qui ne raisonne pas, qui ne contrôle pas généralement, c'est l'homme. Il faut que vous devez l'accepter parce que vous n'êtes pas les hommes. Vous avez le sentiment que nous réfléchissons comme vous. Lorsque la femme commence à déposer la chaussure, elle sait où elle va. Et très souvent, comme il disait, l'homme ne se rend compte que peut-être lorsque la femme est déjà au bout de son processus. Voilà. Et c'est pour ça que je vous dis tout à l'heure que tout dépend du moment où l'homme constate et de la manière avec laquelle il va l'arrêter. Et si c'est l'amour qui prime, vous avez la difficulté à dire à quelqu'un que vous aimez, que je vous ai vu, vous avez déposé une chaussure là, ou je vous vois venir. Auquel cas, Au elle contraire, pense vous que vous gardez êtes en train... soigneusement. Oui, Audrey, moi, je voudrais dire qu'au-delà des fuites en avant derrière l'amour que les hommes sur ce plateau évoquent, moi, je voudrais dire que j'ai eu, je ne peux pas dire peut-être, oui, je vais dire peut-être le bonheur hein, de vivre l'expérience d'une famille recomposée heureuse, qui est partie sur ce qu'on appelle des bases. C'était des bases. Quand effectivement l'amour et la raison ont fini par revenir chez le papa et chez la maman qui constituaient de nouveau les deux parents de la famille recomposée, il a fallu mettre en place ce qu'ils ont appelé le code de la famille chez eux. Le code de la famille, c'était quoi? Le code de la famille, c'était qu'il fallait créer un environnement où il fallait mettre de nouvelles règles. Les nouvelles règles, c'était quoi? Il y avait des repas de famille qui étaient prévus pour tout le monde. Vous étiez absent à ce repas de famille, vous étiez sanctionné. Il y avait des week-ends où tout le monde participait à une activité familiale pour essayer de comprendre comment l'autre est, comment l'autre vit. Et il y avait le partage sur tous les éléments qui constituaient les chambres, qui constituaient les tâches ménagères, qui constituaient les moments de vacances et qui constituaient même les courses pour la maison. Donc, les enfants étaient déjà grands. C'était plus des enfants adolescents, c'était pas des enfants en bas âge. C'était un âge difficile où les parents se sont mis ensemble, les enfants avaient entre 12 et 17 ans. C'était vraiment ceux qui étaient à la puberté et ceux qui sortaient de l'adolescence. C'était vraiment un moment où c'était bouillant. Alors, il y avait également ce qu'ils ont appelé trouver le juste équilibre d'autorité. Alors, quand le papa avait dit, les enfants de la femme n'avaient pas à dire que vous n'êtes pas mon papa. Si maman arrivait et trouvait que papa avait pris cette décision, elle s'alignait automatiquement. Et c'est sur cette construction d'autorité complémentaire que les enfants ont commencé peu à peu à intégrer que si papa a dit, maman va dire. Donc nous sommes obligés de suivre. Parce que c'est très important. C'est ça qui nourrit encore les velléités de ce que vous pouvez construire dans le psychique de votre enfant, qui n'est pas le papa, qui n'est pas son papa ou c'est pas son maman. Lorsqu'elle vient se plaindre, maintenant elle va terminer d'abord. Lorsqu'elle vient se plaindre, elle nous distrait, elle nous distrait. Non, elle ne distrait pas. ce n'est pas une distraction. Nous sommes en train de dire comment être heureux. Non, comment être heureux. Marion est dans un monde, dans un univers idéal. Non, c'est pas un univers idéal. Vous n'allez pas m'amener à citer, des noms ou des familles, même des gens que vous ne connaissez pas. Alors, j'ai dit que c'est une expérience que j'ai vécue et qui a été proche de moi et que j'ai eu le moment de partager de temps en temps. Et j'ai vu cette famille heureuse parce que les parents, le papa et la maman se sont assis pour mettre ce qu'on appelait le code de conduite de famille. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Et ils ont imposé ça aux enfants. Quand les enfants se sont rendus compte que papa et maman parlent d'une même voix, ils étaient obligés. De suivre. Ils étaient obligés et ce cheminement les a conduits vers ce qu'on appelait le bonheur. Vous ne pouvez pas me dire que... Alors elle termine d'abord, Vous ne pouvez pas... Monsieur Somo, Oui. vous êtes libre de ne pas partager mes idées, mes opinions, mes avis, mais c'est une expérience que je partage avec ceux qui nous regardent. Parce qu'au sortir d'ici, il n'est pas question de vos pleurs de l'amour a fait ceci, mais il est question également que ceux qui nous regardent puissent tirer quelque chose et de se dire, ok, si je suis dans cette situation, qu'est-ce que je peux faire? Donc maintenant, je vous laisse libre à vos pérégrinations. Ce que je voudrais faire comprendre à Marion, hein, c'est qu'en réalité, l'exemple qu'elle nous donne, Qui est réel, qui est un exemple réel sûrement, c'est une famille dans laquelle vous avez des hommes et des femmes d'une certaine éducation et qui sont arrivés à cette situation et qui peuvent
dans un cadre consensuel, faire un regroupement de familles et arriver à développer l'ensemble des thématiques qu'elle a évoquées. Mais je vous dis que la majorité des familles recomposées, ils le deviennent de façon fortuite, c'est-à-dire de façon un peu hasardeuse. C'est très difficile que de façon méthodique, des personnes disent, nous nous asseyons, nous allons fonder une famille recomposée et voici le code que nous allons mettre en place pour que les choses arrivent. Nous sommes tous tombés d'accord que c'est des choses qui arrivent progressivement. Parfois, on est enfoui là-dedans au moment où plus personne ne peut plus en sortir. Et ça, c'est malheureusement la grande proportion des familles qui se font dans ce contexte-là. Oui. Ce que Marion dit tient la route dans ce sens que beaucoup de familles qui sont déjà recomposées, peuvent s'en inspirer pour essayer de retrouver peut-être un bonheur qui manque au sein de cette famille. Mais oui, dans la majorité des cas, c'est difficile de trouver. On gère au quotidien les nombreux conflits de subsistance qui demeurent dans des familles que la planification réelle d'une vie communautaire dans le cadre d'une famille recomposée. C'est pourquoi je dis que ce que Marion dit me semble être quelque chose qu'on peut copier dans la majorité des familles, qu'on peut copier, mais Marion, dis-moi, combien de familles recomposées aujourd'hui tiennent un conseil au cours duquel il est évoqué les questions d'adaptation ou des questions de vie, de culture, du sentiment de la famille dans son expression totale. Je réponds parce qu'il y a une partie des propos de Marion que je partage. Nous sommes dans un débat intellectuel. Et parce que nous parlons aux gens qui nous regardent, qui vivent certainement dans cette situation et qui doivent s'enrichir. C'est pour ça que je suis d'accord avec ce postulat, mais je dis qu'il y a une partie des éléments évoqués par Marion que j'avais évoqué au départ. Je dis qu'on doit partir d'un ensemble, d'un processus. C'est-à-dire que c'est l'éducation à la base. Ça veut dire que, et je suis d'accord que lorsqu'on se retrouve, même si c'est de manière factice, comme il disait, dans ce genre de situation, il faut s'asseoir. Il faut un code de famille. C'est par là où on va mettre fin, où on va atténuer les conflits. Parce qu'en réalité, c'est pour ça que je disais que je suis entièrement d'accord sur ce volet-là. La plupart du temps, les conflits naissent même par la méconnaissance de la famille, même recomposée de son partenaire. Je prends un cas d'école. La plupart des conflits dans ce genre de famille, c'est quoi? L'homme arrive dans une union, généralement, il ne dit pas le nombre d'enfants exactement qu'il a à l'extérieur. Soit c'est l'homme, soit c'est la femme. Et un jour... La femme ne dit même pas si elle a un enfant. Voilà, parfois la femme ne vous dit pas... Voilà. Parfois, un jour, lorsque vous vous êtes constitué une idée dans la tête, vous vous retrouvez donc en train de vivre dans une famille recomposée obligatoire. Voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, la première, c'est pour ça que je disais que dans un premier temps, il faut déclarer ses biens. La déclaration des biens commence par là. La déclaration du statut. Oui, ou la déclaration du statut. Voilà. Lorsque vous commencez donc à cultiver l'amour qui vous amène à reconstituer une nouvelle famille, vous devez déclarer chacun ses biens, donc son statut. J'ai tel nombre d'enfants et vous en avez combien sans tromperie. À partir du moment où vous avez donc fait cette déclaration des biens, il est donc facile qu'au moment où vous allez reconstituer une nouvelle famille, que vous puissiez vous asseoir. Et c'est par là où il faut d'ailleurs commencer. Avant toute chose, il faut s'asseoir et faire et créer donc ce code de famille. C'est comme un ensemble d'un règlement intérieur. Et c'est pour cela que je disais à Madame que je suis d'accord, mais à ce moment-là, qui est le chef de famille? C'est l'homme. Parce que tout dépend. C'est à lui de prendre l'initiative. De la responsabilité. C'est pour ça que je lui dis que il y a des gens, pas la fuite en avant. À ce moment-là, je suis d'accord avec elle que c'est l'homme qui doit prendre ses responsabilités parce que c'est lui le chef de famille. Le code civil donne la chefferie à l'homme. À l'homme, donc c'est lui qui doit initier. Faire asseoir tout le monde, vous dit que ici, voici le père, voici la mère. C'est pour ça que je disais que tout dépend. C'est l'homme qui doit dire aux enfants qui viennent de l'extérieur que ici, chez moi, voici la maman. Je vais vous dire qu'elle a des exemples.
Moi, j'ai l'exemple dans les familles. Si on ne vous dit pas que ces familles sont récomposées, vous ne pouvez pas savoir. Oui, oui, si, il y en a qui disent bien. Tout simplement parce que les responsables de cette famille se sont assis et on a inculqué à chacun que ce monsieur qui est assis, c'est le père, cette dame qui est assise, c'est la mère. Point. On ne veut pas savoir. Et chacun vit. Et c'est pour ça que j'appuie en disant que le vivre ensemble, le bonheur est un art. Il se construit. Absolument. Et chaque acteur dans cette famille a un rôle à jouer. Voilà. C'est-à-dire que le père joue le rôle, la mère joue le rôle, les enfants. Mais ceux qui guident, ce sont les parents. Et le chef de famille. Et encadré par le code de famille. Voilà. Et chacun ne doit pas sortir de là. C'était juste pour réconcilier monsieur Somo. Je suis sûr que monsieur Somo va vouloir intervenir. Ah non. Moi, je voudrais rajouter quelque chose. C'est-à-dire qu'à la suite de monsieur Somo, effectivement, il y a un nombre important de familles recomposées qui ont des difficultés. Mais ceci n'empêche pas qu'on puisse leur présenter des opportunités qui peuvent s'offrir à eux. Donc, je pense que c'est important que les gens jouent entre le code de famille, la patience, parce que c'est important. Vous arrivez dans un environnement que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas sûr d'être accepté, vous n'êtes pas sûr que les autres vont vous accepter. Donc, le premier mécanisme à mettre en place, c'est de la patience. Parce que si vous n'êtes pas patient, non seulement l'autre ne viendra pas à vous, l'autre ne vous dira pas comment est-ce qu'il est, et comment est-ce que vous pouvez établir un contact pour communiquer s'il ne sent pas en vous que vous êtes patient et pour vous l'écouter. Voilà. Et puis, l'autre élément important, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, c'est de prendre soin de son couple. Parce que qu'est-ce qui vous amène à faire la famille recomposée? C'est notre rencontre, l'homme et la femme. Donc, si nous laissons les problèmes que nous trouvons dans notre famille recomposée bouffer notre couple, hein, notre intimité, nos moments de bonheur qui peuvent nous recharger en batterie pour que nous puissions aller vers nos enfants avec cet amour qui nous irradie et leur dire, OK, nous sommes forts, même s'il y a des difficultés, on va continuer ensemble. C'est important parce que lorsque l'homme est de son côté, la femme est de son côté, les enfants sont de leur côté, on ne peut rien construire avec des éléments épars. C'est donc important que chaque fois qu'on accepte de faire la famille recomposée, qu'on n'oublie pas qu'au-delà de la famille, le couple est la base, est le départ de ce qu'on va établir comme famille recomposée. Je ne réagis pas par rapport à ce que je voulais tout simplement conclure en disant que lorsque nous avons défini la famille au départ ici, nous avons dit qu'en réalité c'est un ensemble de personnes, qui vont dans le sens de la recherche du bonheur commun. C'est-à-dire que les uns et les autres contribuent au bonheur réciproque. À partir de ce moment, tout ce qui doit être fait dans la famille doit participer de la recherche de ce bonheur. Effectivement, le jeu de rôle auquel vous avez fait allusion me semble quelque chose de fondamental et qui doit guider en réalité l'action qui est entreprise au sein d'une famille, qu'elle soit une famille simple ou classique ou dans le cadre d'une famille recomposée. Lorsque cette notion est intégrée et placée au centre du processus de création de la famille ou de construction de la famille recomposée, je crois qu'à mon sens, je suis d'accord avec vous que le bonheur est possible. Le bonheur est possible. Merci, dans le cadre d'une famille recomposée. Je dis bien possible. Répondu à la question. Voilà. Alors, on va lire des messages, quelques messages rapidement. Après, on va prendre le Vox Pop, d'accord? J'ai un problème. J'ai une petite amie que je veux épouser. Elle a 2 enfants. Une fille de 10 ans et 2 enfants, voilà, 2 filles de 10 ans et 5 ans. Moi, je n'ai pas. Je veux un conseil. Avec cette fille, je peux espérer un bonheur. C'est Guy qui envoie ce message. Alors, il dit qu'il a une petite amie qu'il veut épouser, qui a 2 enfants, 2 filles de 10 et 5 ans. Alors, il demande s'il peut espérer le bonheur avec cette femme-là. Bien sûr, Marion a déjà suffisamment répondu à profusion, n'est-ce pas, à la préoccupation de cette dame ou de ce monsieur. Il a besoin d'être assuré. Oui, là, il peut être assuré qu'effectivement, elle a parlé des préalables qui doivent être posés, qui doivent être définis dans le cadre de cette famille. Et bien, si ces préalables sont posés, c'est-à-dire la recherche du bonheur, le code qui doit être institué, des méthodes, des petites astuces, appelons ça comme ça, qu'elle a développées, je crois que si elle les applique, bon, si il les applique, le bonheur est bienvenu. Il y a un autre conseil, il ne faut pas oublier, M. Somo, je l'ai dit tout à l'heure, il faut identifier où sont les géniteurs. Des conseils, non, je dis par rapport au problème de Guy, il faut qu'il identifie où se trouvent les parents de ses enfants. Parce que je disais... Il faut rassurer qu'ils ne vont pas faire intuition. Voilà, et il faut essayer de rassurer parce que c'est de cela qu'il s'agit. Pour moi, le conseil, c'est de savoir
où sont les parents de ces enfants. Oui. Parce que si peut-être les parents de ces enfants sont décédés, c'est un cas, c'est facile à gérer. Mais si les parents de ces enfants existent ou sont vivants, est-ce qu'ils ont l'habitude de s'occuper de ces enfants? Est-ce qu'ils ne vont pas faire intrusion parce que c'est des Est-ce qu'ils ont renoncé à Est-ce qu'ils ont renoncé à leur charge, à leur Oui, responsabilité? à leur responsabilité. Parce qu'il faut qu'ils prennent d'abord ces Ils doivent dispositions. préalable chercher à savoir Voilà. toutes ces choses-là. Tout à fait. Voilà. Alors, notre message, hein, savoir sur le passé de ma conjointe est important. En partie, dans la mesure où la rencontre prend son envol pour être sûr de la... Vraiment, je lis ce que je vois. Je vais reprendre. Savoir sur le passé de ma conjointe. OK. Savoir sur le passé de ma conjointe est important. En partie, dans la mesure où... Ça, c'est un message, d'accord. OK, c'est un message de heart to heart. Ça ne concerne pas notre thème, donc on va zapper. Qui le bonheur est possible dans une famille si l'homme aime? Oui, je pense qu'on voulait dire oui. Oui, le bonheur est possible dans une famille recomposée si homme aime les enfants de la femme. Et vice-versa. Il n'a pas, la personne, le message n'est pas signé, il n'a pas continué, donc on va dire vice-versa. C'est important de le dire, voilà. Alors, un autre message. Laurine Aubertine Sayou nous envoie ce message. Les femmes sont celles qui ont la possibilité de rendre une famille recomposée heureuse. Vous partagez le même point de vue? Je partage entièrement. Et parce que la plupart du temps, vous allez voir les statistiques. La maltraitance qu'on a souvent relevée dans les familles recomposées, la plupart du temps, ce sont les femmes qui infligent, d'après les quelques statistiques que nous avons eues, la plupart du temps, c'est les femmes qui infligent... Les hommes n'ont pas le compteur à zéro, Gilbert. Non, je n'ai pas dit que les hommes ont le compteur, mais je dis la plupart du temps, le doigt est souvent pointé sur les femmes qui ont la difficulté à accepter les enfants de leurs compagnons. C'est réciproque, hein. Même chez les hommes, je vais te dire juste pour ajouter mais la quelque plupart chose. du temps, quand même. Oui, juste quelque chose. En réalité, le problème est plus complexe que cela. Les hommes reprochent généralement aux enfants de la femme de partager leur bonheur, leur instant de bonheur, enfin, tout le bien, le bonheur qu'ils veulent, généralement, ils investissent sur les enfants et du coup, ça leur fait un manque à gagner et c'est ça qui est souvent à l'origine de ça, aussi chez les hommes. Tant bien chez les hommes que chez les femmes. Oui, je crois que c'est quand même 50-50. Là, je suis quand même d'accord avec Marion. Ça fait 50-50. Moi, je suis à 60. Moi, je suis à 60 et 40. Ah bon, 60 et 40. Oui, 60 et 40. Je vais me battre pour les 10%. Alors, le bonheur est-il possible dans une famille recomposée? Nous sommes allés poser la question à l'homme de la rue. Je vous propose de regarder cet élément et nous, on se retrouve juste derrière pour la suite du débat. Le Vox Pop. S'il y a l'amour déjà entre les deux parents, cet amour-là sera contagieux. Ça va toucher les enfants et ça va toucher tous ceux qui entourent la famille. Donc absolument le bonheur peut venir dans une telle famille. Je ne vois aucun problème. Oui, je pense que le bonheur peut régner si et seulement si les deux familles sont compréhensives. Et s'il y a justement de l'amour entre les deux. Il faut seulement que les deux parents soient au point commun. Tout ça va aller, il n'y a pas de problème là-bas. Mais il y a d'autres qui gèrent avec un cœur. Bon, comme c'est mes enfants, je suis venu de dehors avec, et les enfants de la femme ou les enfants du mari, je ne pourrais pas prendre soin de ça. Donc c'est un peu ça. Donc tout dépend des deux adultes dans la maison, le père et la maman. Si on aime les enfants, on devrait aimer leur maman. Et ça crée l'harmonie et puis ça marche. On décide de se mettre avec une femme, on l'accepte avec tout ce qu'elle apporte, les enfants, ses habitudes et tout. Donc ça peut marcher. Tout dépend de l'éducation que l'homme ou la femme apporte dans la famille recomposée. Si l'enfant a reçu une bonne éducation et a appris à se soumettre, s'il a la crainte de Dieu, je pense que le bonheur peut régner dans la famille. Donc tout dépend de l'éducation que celui qui vient en ajoute dans la famille. Moi je trouve ça une bonne... On peut bien se marier et je trouve que c'est... On peut être heureux. Par contre, si une seule personne entre nous deux, on ne peut pas être heureux. On ne peut pas, puisque c'est des choses que j'ai déjà essayé d'étudier et j'ai vu. Il faudrait que tu amènes un enfant aussi, l'autre amène. On est égalité. Tu cries sur mon enfant, je crie sur ton enfant. C'est pas ça? Retour sur le plateau. On va continuer le débat, sauf si quelqu'un voudrait réagir par rapport à cet élément.
Hein, une réaction par rapport au Vox Pop, je pense que non, on va continuer avec le débat. Alors, quel rôle joue le beau-parent dans l'éducation de son enfant? Donc, en fait... comment ce rôle influe-t-il sur... Puis ensuite, comment ce rôle influe-t-il sur leur relation? Non, disons que l'appellation ou le concept de beau-parent, lorsqu'il est intégré dans le cadre d'une famille recomposée, peut constituer déjà, peut entraver le bonheur qu'il peut y avoir ou bien l'engagement des uns et des autres à véritablement assumer leurs responsabilités. La notion, nous l'avons dit, le concept qui est consacré et qui doit demeurer, c'est celui de père et de mère. On ne devrait plus, à votre avis, dire on ne devrait plus avoir beau-père. beau-père. Bon, alors, si on est passé, si ce stade est passé, l'homme s'investit de sa tunique de père et donne aux enfants de sa femme la même éducation qu'il donnerait aux enfants dont il est le géniteur. Ça, il n'y a pas, je crois que là, c'est vice-versa. Quand je le dis pour le père, je le dis également pour la maman. Lorsqu'on est arrivé dans une famille recomposée où des personnes ont intégré qu'elles ne sont plus une famille recomposée, mais qu'ils sont tout simplement et purement une famille. Je voudrais à la suite de Maurice dire que c'est très important, lorsqu'on veut reconstruire quelque chose, lorsqu'on veut recomposer quelque chose, de ne pas permettre que l'extérieur influe dans la construction de ce que nous sommes en train de faire. Je prends juste un exemple. C'est déjà suffisamment complexe de mettre en place cette famille et d'essayer de l'uniformiser que dans ce jeu-là, si vous permettez que votre famille rentre dans cette composition, avec ses conseils et ses mauvais conseils, vos amis rentrent, les voisins rentrent, tel m'a dit ceci. Je pense qu'on ne s'en sort pas. C'est important de dire, OK, c'est ce qui se dit ici qui est à respecter. Ce n'est pas, on est venu me dire que ta femme aime beaucoup cet enfant et pas l'autre. Et vous vous intégrez ça, vous arrivez dans la violence, vous brutalisez votre femme parce qu'on vous a dit que, ou bien il y a des enfants qui sont des manipulateurs. Il faut faire très attention. C'est pour ça que la connaissance des différents éléments de la recomposition est très importante. Parce qu'il y a des enfants qui sont très manipulateurs. Lorsqu'ils entendent leur papa revenir, que ce soit qui cogne ou bien qui est en train de garer la voiture, vous allez voir un enfant qui se met à pleurer, à s'enrouler au sol, à se frapper. Et l'homme oublie de bien garer ou bien il manque un pas d'escalier parce qu'il est en train de courir pour voir qu'est-ce qui se passe. Il trouve l'enfant dans cet état. Il ne va même pas demander qu'est-ce qui s'est passé ici. Elle va dire, oh, c'est maman. Et hop, les coups de poing. Donc, c'est très important de se dire, OK, si nous apprenons ceci de l'extérieur, la première chose à faire, c'est d'abord de demander à son conjoint ou à sa conjointe. La première chose à faire, c'est d'essayer de discuter avec les enfants qu'on ne connaît pas. Parce qu'ils viennent d'univers différents, ils ont une éducation qui n'est pas celle que nous avons voulu donner. On est en train de recomposer, nous sommes dans cette optique de recomposer, d'où l'élément de patience est très important. Parce que si on réagit au quart de tour, on ne construit rien. Au contraire, on braque les enfants, on repousse l'homme et on se retrouve dans une situation où on est seul, presque face à tout. On construit plutôt les éléments de conflit dans la maison. Donc c'est important la patience, c'est important de ne pas agir dès qu'on a une information extérieure qui influe dans notre famille recomposée. C'est très important parce qu'il y a à la fois les enfants qui sont manipulateurs, mais également les autres qui disent que, comme peut-être Guy qui veut s'engager avec cette fille, mais comment tu es normal? Tu épouses une femme qui a déjà 2 enfants, mais ce sont tes enfants. Mais non, elle va te tromper. Elle va finir d'éduquer ses enfants, les enfants vont partir. Qui n'a pas d'enfant, voilà. Il y a tous ces éléments. Autant les enfants sont manipulateurs, mais il y a aussi certains beaux-parents qui sont manipulateurs. Vice-versa. Gilbert et Lenzana, le beau-parent est-il détenteur d'une certaine autorité ressentie comme légitime sur ses beaux enfants? C'est tout cela que M. Somo l'a dit tout à l'heure, il faut qu'on supprime. En voulant recomposer, enlevons le mot beau-parent, enlevons ça. Moi, je soutiens cette thèse. Je dis bien, lorsque vous avez recomposé une famille, il faut que chaque acteur, si c'est l'homme, qu'il dise aux enfants que voilà votre mère, point. Si c'est la femme qui dise aux enfants que voilà votre père, point. On s'arrête là. Et je dis, j'ajoute à ce que les deux ont dit, en disant qu'il faut également éliminer ce que nous appelons les traitements discriminatoires. Ce sont les sources de conflits dans les familles recomposées. C'est-à-dire les enfants recomposés, oui, ils doivent être traités de la même manière. Si on décide de donner à un, on donne aux autres. Et la même chose. Vous allez voir dans certaines familles,
C'est à ce moment-là que vous savez que ce sont des familles recomposées. Il y a des enfants qui sont, je ne fais pas la publicité de Lieberman, certains sont à Lieberman parce que c'est les enfants du parent le plus nanti. Oui, qui est le plus nanti dans la recomposition. Les autres sont au lycée. Vous voyez, il se développe dans cette famille recomposée le sentiment que ceux qui sont à Lieberman, qui pensent que c'est parce que eux, ils sont les enfants de tel, parce que ça existe, hein. C'est dont nous parlons là, ça existe. Donc, non, ce sont les vrais enfants. Voilà, ils sont les vrais enfants. Ils ont déjà le sentiment de la non-appartenance à cette famille nucléaire qui est en train d'être composée. Parce qu'il s'agit de prendre une famille recomposée et de faire d'elle une famille nucléaire. C'est-à-dire que, parce que potentiellement, c'est de cela qu'il s'agit. Mais donc, il faut éviter les traitements discriminatoires. C'est pour cela que le discours, et je reviens sur la proposition de Maron, c'est qu'il doit être unique, il doit avoir un code unique, une éducation, et maintenant que tout le monde, qu'on arrête de dire le beau-parent, ma belle-mère, mon beau-père, le père, point. Je vais vous prendre un exemple. Lorsque moi, je reçois les enfants en congé chez moi, je dis aux enfants qui viennent passer les congés que je suis le père. C'est moi le père. Il n'y a pas de tata. Oui, il n'y a pas. Ça, je vous le dis. Ça, je vous le dis. Chez moi, tous les enfants qui vivent chez moi, je suis le père. Tous vous appellent papa. Oui. Je suis le père. Il est difficile, c'est moi qui vous dis que ça c'est ma nièce, ça c'est l'enfant d'un oncle qui est venu passer les vacances. Mais d'emblée, parce que dès que vous entrez dans la maison, je fais savoir à tout le monde que ça c'est la mère et ça c'est le père. Déjà pour que l'enfant sache que il connaît certes son géniteur, mais au moment où il se trouve chez moi, je suis le père. Sans être dans une famille recomposée. C'est-à-dire que tous ceux qui vivent chez vous doivent savoir que voilà le père là-bas et voilà la mère. Ça permet que les discriminations et tout le reste que j'évoquais, chacun grandit en sachant qu'il doit jouer le rôle de cette construction, de ce bonheur. Parce que le bonheur ne peut passer que par là. Bon, je voudrais si tu permets, hein, Audrey, je voudrais partager avec vous une discussion que j'ai eue tout à l'heure, hein, avant de venir sur ce plateau avec des amis, sur l'idée enfin, il y a un qui a soutenu l'idée selon laquelle, dans le cadre d'une famille recomposée, quelle que soit l'égalité de traitement qu'on y trouve, il y a certains enfants qui sont généralement les bénéficiaires des familles recomposées. Ce sont les enfants qui sont issus du père, moins que ceux qui sont issus de la mère. Bon, c'est vrai que j'ai trouvé au départ cette idée saugrenue, à la limite peu justifiable, mais lorsque le gars développe son argumentaire, je me suis posé la question de savoir s'il n'avait pas raison. À partir du moment où, lorsque vous êtes le père de la famille recomposée, vous avez vos enfants. En fait, ceux-là n'ont pour seule ressource ou pour seul espoir dans leur vie que vous qui en êtes le père et qui assumez cette responsabilité. Par contre, pour ces enfants issus de la mère, en général, si le géniteur est en vie, généralement, il se préoccupe d'une façon ou d'une autre de ses enfants qui sont chez quelqu'un d'autre. Oui. Et pour lesquels il prend sûrement un certain nombre d'initiatives ou de dispositions. Vous voyez, par exemple, lorsqu'il va falloir distribuer son héritage, il va le distribuer en tenant compte de ce qu'il y a des autres enfants qui sont en train de grandir chez quelqu'un d'autre qui lui aussi est en train de prendre certaines dispositions. A contrario, la femme qui, elle, par contre, est allée dans un autre mariage, en tout cas, a complètement perdu toute forme d'initiative par rapport à ces enfants qui sont en train de vivre dans le mariage avec, dans le cadre de cette fameuse famille recomposée. Alors, du coup, est-ce que cette idée, si elle germe un tout petit peu dans la tête des parents de la famille recomposée, ne pourrait pas faire que le traitement équitable de tout le monde devienne plutôt préjudiciable
à certains enfants. Ça veut dire que c'est un cas par cas. Ça revient à ce qu'on... J'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans une société patriarcale. On va pas la refaire, peut-être pas tout de suite, ou je sais pas trop. Donc, c'est normal, et c'est pour ça que j'étais très virulente tout à l'heure lorsque vous avez dit non, il y a l'amour qui fait fuir la raison. J'ai dit non. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, à la fin, on en arrive à ce que l'homme doit prendre ses responsabilités? L'homme doit prendre ses responsabilités dès le départ. Il ne va pas seulement prendre... Nous avons assisté à des deuils ici qui se sont terminés vraiment en queue de poisson, c'était l'horreur. Ou en spectacle. Ou en spectacle. Oui. Vraiment, les gens sont revenus là-bas totalement retournés. Et ça a aidé certains à retrouver le droit chemin, d'autres vraiment totalement tordus, ils ne pouvaient plus. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que dès le début, si on décide en tant que... avec son libre arbitre de dire je prends cette femme et ses enfants, on doit pouvoir mettre sur pied certaines bases, on doit pouvoir discuter, on doit pouvoir mettre le code de famille parce que c'est notre nouvelle famille, on n'en aura pas d'autre. Nous sommes en train de la reconstruire. Et je voudrais terminer en disant, aujourd'hui on parle de famille recomposée de façon officielle, mais en Afrique, il n'y a que des familles recomposées de façon non naturelle. C'est-à-dire que nous avons toujours... on est allé chez des oncles, passer quelques vacances, ou même passer tout le cycle scolaire, ou passer tout le cycle universitaire, où on a toujours été envoyé chez la famille. Donc on a toujours, en Afrique, il y a ce qu'on appelle la famille recomposée, non naturelle. Donc maintenant, le débat qui nous amène aussi aujourd'hui, c'est vraiment de la rendre officielle, mais cette tolérance, ou bien ce vécu, que nous avons, ou cette expérience que nous avons eue lorsqu'on était enfant, de la gestion de ce que nos parents ont fait, ou de nos oncles, ou de nos tantes, doit nous amener aujourd'hui, devenus adultes, lorsque nous prenons des décisions avec, où personne ne nous impose rien, ou sinon que le choix de l'amour, comme M. Maurice disait tout à l'heure, M. Somo disait tout à l'heure, alors là, on doit pouvoir vivre avec ça. En Afrique, les gens ne peuvent pas dire que je ne savais pas que je peux avoir quelqu'un chez moi qui n'est pas mon enfant. Ça n'est même pas envisageable. On rigole souvent lorsque la rentrée scolaire arrive, on dit, bon, j'ai 3 enfants, mais en réalité, avec les enfants de la famille, chez moi, on fait une rentrée de 10 personnes. Ce sont mes enfants. Donc, cette prédisposition-là devrait nous amener à être plus patients pour, si demain on a un choix à faire, de dire, OK, je fais une famille recomposée, d'être un peu plus tolérant, patient pour la reconstruction de cette famille. Voilà. Alors, faut-il accorder un statut aux beaux-parents permettant de reconnaître des droits et des devoirs à des adultes qui élèvent des enfants qui ne sont pas les leurs? Oui. Quel est votre avis? Non, mon avis là-dessus, c'est clair qu'il faut toute personne, n'est-ce pas, qui prend en charge l'éducation d'autres personnes ne peut le faire qu'en vertu des droits qu'il peut exercer sur ces personnes. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas être dans une situation où vous n'avez que des devoirs vis-à-vis des gens et en contrepartie, vous n'avez pas de droits. Et ces droits, je crois que c'est en fait l'ensemble des choses qui font que probablement sur la plus-value de ces enfants dans le cadre de la famille, le beau-parent ou la belle-mère doit, parce qu'elle est l'éducatrice, doit en être forcément le bénéficiaire. Je veux dire par exemple, si dans le cadre d'une famille recomposée, votre enfant, l'enfant de votre femme est devenu un étau-fils, et que maintenant il s'est construit une fortune au nom de ce que, en réalité, vous, d'une façon directe ou indirecte, vous avez participé à la construction, on ne peut pas vous dire, écoutez, en réalité, et c'est malheureusement ce qui se passe dans le cadre du droit. Malheureusement, nous n'avons pas un spécialiste de droit ici. Généralement, ce qu'on retrouve, on va rechercher dans l'état civil de l'enfant qui est le père, qui est la mère. C'est à cette personne que sont reconnus les droits ou les avantages liés à l'enfant. Mais jamais à cette personne qui, d'une façon ou d'une autre, a contribué à ce que l'enfant devienne ce qu'il est devenu. Je suis donc partisan de l'idée qu'en réalité, on doit reconnaître en le père, en la mère, non pas seulement les géniteurs, surtout dans le contexte africain, pas seulement les géniteurs, mais toute personne qui, d'une façon ou d'une autre, a contribué à construire, n'est-ce pas, le bonheur, ou à l'éducation, si tu veux, à l'éducation, ou à construire le bonheur de ce tiers. À faire de lui un homme intégral. Tout à fait, à faire de lui un homme. Voilà. Voilà. Donc, oui, j'ajoute juste
à la suite de M. Somon que vous ne pouvez pas seulement donc, être comptable et responsable des malheurs. Si je veux dire, lorsqu'un enfant réussit dans la famille, c'est à ce moment-là que naissent généralement ce genre de conflit. Généralement, lorsque vous prenez en charge un enfant, personne ne voit... on dit que c'est le fils de voilà. On vous accuse. Qui devient Samuel Etofi. Oui, qui devient Samuel Etofi, mais tu sais, c'est mon fils. C'est mon fils, c'est moi qui l'ai élevé. Voilà. On n'est jamais comptable lorsque c'est le malheur. Mais la plupart du temps, on le voit au quotidien. Chacun, il y a une sorte de dispute tout autour des succès. On dit que M. Somoko, vous voyez, qui parle tous les jours à la télé, le consultant là, c'est moi qui l'ai élevé. C'est moi qui ai fait de lui ce qu'il a. Pourquoi? Parce qu'au moment où l'éducation, il fallait construire l'éducation de M. Somo, je ne suis pas certain que tous ces gens qui se revendiquent d'en être les fabricants ont effectivement mis la main à la pâte. C'est pour ça que je dis que si vous avez le droit d'élever un enfant, vous avez également le devoir qui est aussi le droit, vous avez également le droit d'en demander les comptes et de partager également les bonheurs, même s'il n'y a rien et qui est prévu dans les règles de droit positif. Je pense que sur le plan moral, vous avez éthique, vous avez donc le plein droit de réclamer et de revendiquer les dividendes. Si Samuel Eto'o est devenu ce qui est, je suis certain qu'en dehors de sa famille nucléaire, il y a des parents à gauche et à droite qui l'ont aidé à construire sa carrière pour être ce qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, un oncle qui a dû payer. Tu sais, il y a un proverbe très africain chez nous qui dit qu'on ne berce l'enfant de truie que lorsqu'il dort. Dès qu'il se réveille, il pense d'abord à sa mère qui l'a accouché. Il semble qu'en général, c'est ça. Vous prenez dans le cas d'une famille recomposée de façon continue ou de façon temporaire, dès que l'enfant est épanoui, en fait, s'il a une seule idée, s'il lui vient un seul instant l'idée qu'en réalité, malgré tout ce que vous avez fait, en réalité, ce n'est pas vous le géniteur. La question qui commence à être dites-moi, il commence les questions du dites-moi en réalité. Vous dites que mon père c'est qui, vous dites que ma mère c'est qui. Il ne dit plus, il ne dit pas vous qui êtes papa et maman, il oublie. Et c'est à vous qu'il pose la question. Tu dis que papa c'est qui, tu dis que maman c'est qui. Alors qu'en réalité, il est devant son père, il est devant sa mère. Donc, en réalité, je crois que cette sagesse africaine nous conforte dans l'idée qu'il y a dans l'inconscient de chaque individu l'idée qu'au-delà du cadre conventionnel, son père véritable est celui qui en a été le géniteur, qu'il pense sans qui il ne serait jamais venu au monde. C'est un processus inconscient qui est difficile, ça je vous le dis, qui est difficile à évacuer. Non, il ne peut même pas s'il n'y a pas, voilà, bon. Parce que même en France, vous avez des associations qui se sont construites pour, ils ont appelé ça mettre fin à l'appellation né sous X. Voilà. Parce que quand ils naissent, les mamans les déposent devant les portes d'orphelinat ou bien les abandonnent au centre d'accueil. On dit né sous X pour ne pas avoir relevé l'identité de la maman et on les confie à une famille d'accueil, on les fait adopter. Mais à un moment ou à un autre, il y a toujours l'interférence ou bien quelqu'un qui dit mais en réalité, ce ne sont pas vos parents. Et là commence la recherche des parents. Il y a des gens qui cherchent leurs parents jusqu'à leur dernier souffle de vie. Il y a des gens qui découvrent à 50 ans, 60 ans. Qui ont passé leur vie. Ils cherchent comme s'ils n'en ont pas eu. Comme s'ils n'en ont pas eu. Et pourtant, il y a bien un homme et une femme qui c'est de l'ingratitude. Qui ont... Le Cameroun, même ici au Cameroun, on ne mentionne plus père inconnu. Sur les actes, père non déclaré ou père inconnu, puisqu'on mettait genre père inconnu. Parce que ça choque. Ça choquait par le passé des enfants qui découvrent à un âge certain qu'ils n'ont que le nom de leur père n'est pas mentionné. Oui, pourtant il existe. Donc je pense que le Cameroun a pris disposition pour ne plus mentionner sur les actes de naissance père inconnu, père indé et père non déclaré. Parce que lorsque l'enfant finit de grandir, il cherche. Il va vous demander, Monsieur Somo, où est donc mon père? Et la plupart du temps, c'est à la maman. C'est pour ça que je dis que la maman a plus de responsabilités, parce qu'il y a aussi des mamans qui ont caché pendant de longues années à leur enfant qui est leur père. Parce qu'il y a beaucoup de la responsabilité
de la mère qui a la plupart du temps la charge. Qui sait qui est le véritable père des enfants. Malheureusement. Oui, heureusement. Malheureusement. Hein. Nous le disons, mais avec beaucoup de les femmes ont le pouvoir. D'accord, vous me reconnaissez quand même un pouvoir. C'est la femme qui sait qu'il faut donc utiliser ce pouvoir à bon escient en faisant en sorte que cet enfant sache effectivement qui est son géniteur. Même si vous lui dites que c'est celui-ci qui s'est occupé de toi, mais vous pouvez également lui dire que celui qui t'a mis au monde, c'est elle. Parce que cet enfant a envie de savoir. Il y en a qui grandissent avec ce traumatisme-là. Et je le regrette davantage. Notre famille africaine est en train de s'effriter avec ce modèle occidental de la famille africaine que nous sommes en train d'adopter. Monsieur Somon l'a dit au début de son propos, mais je crois que c'est dans là où on est en train d'aller et qui nous entraîne inéluctablement vers le capitalisme sauvage. Lui, il a utilisé Baba. Parce qu'aujourd'hui, nous avons changé ce que nous avons comme héritage. L'enfant, c'était l'enfant du village. Mario n'était pas l'enfant de M. Obama ou de Mme Obama. On disait que c'est l'enfant du village. Ce n'était pas... C'est notre enfant. Mais aujourd'hui, les gens utilisent difficilement cela à cause de ce modèle occidental qui est en train de s'installer malheureusement chez nous. Mais nous avons le devoir de cultiver cela à nos enfants, aux enfants dont nous avons la charge, en leur disant que tenez-vous tranquille, ça c'est ton père, ça aussi c'est ton père, même si, somme toute, voici ton géniteur. Le géniteur, voilà. Alors, on va lire rapidement quelques messages avant de conclure ce débat. C'est maintenant que les messages commencent à arriver. S'il y a des questions, je ne sais pas si on pourra répondre, on va voir ce qu'on peut faire. À quel âge un homme peut-il reconnaître un enfant qui n'est pas le sien? C'est Clotilde, hein? Clotilde qui envoie ce message. On répond en deux secondes. À tout âge, voilà. La loi permet à tout âge. Non, mais la loi parle de 7 ans. Alors, un autre message. Oui. Donc, en tout cas, la loi parle de 7 ans. La loi parle de 7 ans, puisque à l'âge de 7 ans, vous pouvez... vous soumettre au test génétique? Non, même avant. Même avant. Moi, je crois qu'à tout dès que l'enfant naît, on peut quand même soumettre l'enfant à un test génétique pour savoir quels sont les vrais géniteurs. Je crois, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que la loi dit. Un autre message, ici, c'est Akapo Félix. Je vous souhaite une longévité pour ce travail. Voilà, c'est depuis le Bénin que ce message est envoyé. Alors, un autre message, mon mari ne réprimande jamais son fils. Quelle que soit la faute du coup, je suis la méchante et son père le gentil. Que faire? Car cela est la cause de nos problèmes. Monsieur Somo, en 2 secondes. Le dialogue, il faut que les gens se mettent ensemble. Et Marion a dit quelque chose de fondamental ici. Il ne faut pas aller sur des supputations, c'est des manipulations qui peuvent venir des uns et des autres. Il faut mettre le problème sur la table, mettre les différents acteurs et puis en discuter. C'est sûrement qu'ils vont trouver un terrain une solution, voilà. Selon moi, le bonheur n'est pas possible puisque se sont séparés à cause de quelque chose. C'est Adawal, hein, de Maroc, qui envoie ce message. Un autre message. Selon moi, le bonheur n'est pas possible. Message j'ai lu. Bonjour, vos avis comptent. Mais sachez qu'il est bon pour tout homme et femme de se préserver, de faire des enfants avant leur union. Mbokbelek, ça c'est un peu idéaliste, ça. Mais la société aujourd'hui, on retrouve difficilement des personnes qui avant le mariage. Chez nous, les hommes, vous savez combien d'enfants vous avez eu quand vous étiez étudiant? Quand vous étiez étudiant. C'est des choses qu'on ne peut pas prévoir dans tous les cas. Qu'ils sachent que vous pouvez avoir envie de construire une. C'est là où il y a ascendant de l'amour sur la raison. Voilà, mais Marion, c'est ça, non? C'est là où l'amour prend le pas sur la raison, c'est ça? Voilà. Alors, si vous aimez vraiment l'arbre, vous devez aimer automatiquement ses fruits. Oui, c'est ça. C'est révérend Fongo qui envoie ce message. Alors, vous n'aimez rien du tout. C'est l'idéal d'ailleurs. Salut, je vis dans une famille recomposée, mais je suis mal à l'aise. Que dois-je faire? On répond. Ça dépend. Vraiment 5 secondes. Il faut maintenant, le problème, il a dit, il faut traiter les problèmes au cas par cas. C'est-à-dire que des situations comme celle-là, je crois que... Il faut être patient, il faut être tolérant, et ne prendre la place de personne, et ne juger personne. Parce que c'est ce qu'on espère qui finit par nous décevoir et créer en nous ce sentiment d'inaccepter ou de souffrance et tout. Mais celui-là, on ne peut pas lui donner une réponse directe parce qu'on ne sait pas. C'était mieux qu'il envoie plus de détails. Mal à l'aise par rapport à quoi? Qu'est-ce qui se passe exactement? On n'a pas les détails. Ma femme a 2 enfants hors mariage, moi aussi. Comment trouver le bonheur? C'est Fidèle qui envoie ce message. Accepter ses enfants, elle aussi, accepter les vôtres et construire dans la même code de famille. Mettez-vous ensemble et discutez. Et soyez toujours amoureux l'un de l'autre. Voilà, et les 4 enfants sont les vôtres. C'est comme si vous les avez fait sur le même toit. Voilà. Ne pas faire de différence. Ne pas faire de différence. Bonsoir. Je voudrais demander à M. Somo s'il ne pense pas que le matérialisme fait que les enfants qui n'ont pas connu le père le rejettent en disant qu'il a fait quoi pour moi?
Oui, c'est possible. C'est possible, mais possible. le père basiquement, ne peut que reconnaître son enfant d'abord. Tout à fait. En plus d'ajouter l'argent, il ne peut que reconnaître son père. Que le papa fasse d'abord le minimum. Voilà. Il reconnaît son enfant. Alors, je lis rapidement. Ne disent pas aux enfants que ton père n'a rien fait pour toi. Alors, je lis rapidement un dernier message. Hein. Cette famille marche si et seulement si l'un d'entre eux ne faille à sa mission. C'est Megan Bernardin qui envoie ce message. Tous les deux. Alors, je ne pourrais malheureusement pas lire les messages, c'est maintenant qu'ils arrivent. Je ne pourrais pas les lire. Mais on va conclure. On va conclure. La dernière question que je vais poser rapidement, on va répondre en 2 secondes. Je fais un tour de table. Comment faire régner l'harmonie dans une famille recomposée? On répond en 2 secondes, avant qu'on ne nous coupe. Oui, rapidement. En préservant les enfants et en préservant l'amour dans le couple. Oui, tout simplement. Gilbert? En préservant effectivement les enfants, en aimant et surtout en invoquant Dieu. Parce que tout ce dont nous avons parlé ici, si Dieu n'est pas là, je pense que c'est un travail inutile. J'ai retenu une leçon de Marion. Il faut toujours établir un code. Un code pour chaque famille. Hein, pour chaque famille, l'élaboration d'un code et le respect de ce code peut servir, n'est-ce pas, à cadrer l'ensemble des actes ou la vie d'une famille recomposée. Voilà. Alors, nous sommes arrivés au terme de ce débat. Hein. Merci à vous, chers panélistes, Marion, Gilbert et M. Somo, mon consultant, d'être venus cet après-midi encore. On se retrouve samedi prochain avec un autre thème. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Bon week-end à tous.